en s'échappant vers le bucolique, une petite île, ronde comme la carapace d'une tortue verte. Une tortue géniale devenue velue nous attend. Elle et son chemin qui mène à une porte shintoïste. C'est l'entrée d'un sanctuaire naturel, celui des kami protecteurs. Des éoliennes, des moulins à vent modernes se contemplent de loin. Mirage brumeux à la Don Quichotte. Les falaises de Tsubute se dressent au-dessus de l'ordinaire, haut lieu de majesté de la nature. Et enfin, l'ermitage Funchun, du nom d'une rivière chinoise, se remarque à peine, tant il se fond dans la verte nature, alors même qu'il est un lieu historiquement fascinant. C'est ici même, sous cette même lumière, dans cette même verdure, qu'un moine zen, au XIIe siècle, fut le tout premier individu à cultiver une plante jusque-là inconnue au Japon, et à partir de laquelle on inventera toute une cérémonie, le thé. En 1641, le Japon décide de s'isoler complètement du monde extérieur. C'est le sakoku, la fermeture du pays. Il n'a donc fallu qu'un siècle, et au regard de l'ancienneté de la société japonaise, ce n'est pas bien long, pour que les hommes politiques de l'époque se rendent compte que les Blancs pouvaient avoir sur leur culture une influence néfaste. Les Portugais et les Anglais furent chassés, les Hollandais parqués dans un îlot bien gardé, et les chrétiens d'origine, et ceux qu'ils avaient convertis, furent persécutés et contraints sous la torture à abandonner publiquement cette religion importée d'ailleurs. À Hirado, on trouve la statue de la fille de Jakarta. Un hommage aux femmes japonaises qui furent expulsées dans cette colonie hollandaise avec leurs enfants métis parce qu'elles avaient épousé des blancs et adopté la religion chrétienne. De leur exil lointain, elles écrivaient des lettres pleines de tristesse et de nostalgie retenue. Les plages, à l'ouest de l'île, servirent à la persécution des traîtres, séduits par la culture barbare. On emportait les convertis sur ces rochers entourés d'eau. On les laissait là à marée basse, et lorsque la mer remontait, les chrétiens se noyaient petit à petit, tout doucement, en ayant eu tout le temps de se voir périr des milliers de fois, avant de périr réellement. Je repense au fait que les hommes blancs, qu'ils soient pirates, commerçants ou religieux, furent considérés comme des barbares par les Japonais. Je pense à la conception que François Xavier et ses contemporains du XVIe siècle avaient de l'être humain. L'épiderme blanc ne pouvant être que le signe du savoir, de la civilisation, et inversement, la noirceur de la peau symbolisant la barbarie, l'état sauvage et primitif. Je pense à la couleur de la peau, à son importance, à son insignifiance. Je pense à la façon dont la barbarie et la civilisation se mélangent et s'entremêlent l'un avec l'autre, dans le même individu le plus souvent, d'où qu'il vienne. Je pense à celui qui croyait être le civilisé et qui se retrouve ici le barbare. Sur l'île d'Hirado, on circule aussi bien en moto qu'en parapente. Les voitures ici sont particulièrement bien choyées par les employés très polis de la station-service. Les enfants insulaires reconstruisent en miniature le château des Matsura, pendant que les adolescents plongent dans les eaux du port ou dans celles de la mer du Japon. À Hirado, on fabrique du saké artisanal. Les pêcheurs, sur leur plateforme individuelle, attendent que ça morde. Les épouvantails en couple en deviendraient presque vivants. On tond les rizières au loin,
On assiste à la dérobée au mystère d'une prière. Et pendant que les vieux à la retraite, armés de leurs chapeaux de paille, pratiquent le cricket pendant l'été, les jeunes, eux, poursuivent l'entraînement. Le football et ses jongleurs apprentis Olivier Tom, le baseball avec ses coachs en tenue de ville, et bien sûr, le sport exotique par excellence, le sumo. En regardant les flancs montagneux d'Irado, je me souviens que d'après la légende shintoïste, le Japon, en tant qu'archipel, est le résultat de l'accouplement d'un dieu et d'une déesse. En tant qu'île, Irado est donc l'un des fruits de ces ébats amoureux, de ces parties de jambes en l'air. L'île. L'île, c'est à la fois le large et le confiné. C'est le cercle et c'est l'ouverture. C'est un monde clos et un espace ouvert. C'est la limite du rivage et c'est la ligne de l'horizon. L'île, c'est une représentation imaginaire et un morceau de terre bien réel. L'île existe et je la vois, je la sens, je la touche. L'île est là, car je me cogne à ses bords, à ses remparts d'eau salée. Mais l'île m'appartient, car je l'investis, je l'accoste, je la transforme. Elle est un symbole, un mirage, un refuge. L'île, c'est là où tout commence, là où tout finit. Il faut croire que l'histoire, avec un grand H, n'a pas de fin. On a beau se replier sur soi, sur son insularité, sur la barrière naturelle que constitue l'océan, les barbares finissent immanquablement par revenir, un jour ou l'autre. Imaginons, c'est le petit matin, nous sommes début août. C'est un matin comme celui-ci. Les rêves qu'ont fait les insulaires d'Irado ont eu peut-être un goût de fin de règne, la saveur d'une période qui prend fin, comme un vague pressentiment, comme une intuition qui vient frapper au carreau des songes. La mer est calme, une journée commence. Malgré la guerre, il faut bien continuer à vivre, à se lever, à se rendre au travail, à sortir le bateau du port. Et soudain, au loin, vers le sud, vers Nagasaki, on sent ce souffle. La terre tremble légèrement. On ne sait rien encore. On tourne la tête. Est-on surpris? Est-on paniqué? Pas sûr. Il y a cette lueur blanche à l'horizon,
ce champignon, dôme noir qui s'élève. Et puis tout revient à la normale. On garde le silence. On sait maintenant qu'il faudra s'adapter avec cette nouvelle intrusion, qu'il faudra vivre avec cette nouvelle peur, que les typhons ne viendront plus nous sauver, qu'il faudra tout revoir, tout refaire, tout reconstruire.